Il est 13h, nous sommes mercredi 5 juin, bienvenue aux informations, bonjour à tous. Ça y est, c'est fait, l'armée malienne contrôle la ville de Anéfis, localité située à une centaine de kilomètres de Kidal. Après plus de 2 heures de combat, Anéfis est tombé entre les mains de notre armée malienne. Les groupes armés qui ont enregistré un mort et des véhicules détruits ont rapidement vidé les lieux. Au-delà de Anéfis, l'objectif visé par l'armée est de sécuriser les personnes et leurs biens et la reconquête bien sûr de Kidal. Pour en savoir plus, Boubacar Touré a joint au téléphone le chef des opérations, le colonel-major Didi Dako, qui se trouve présentement à Anéfis. Je vous propose de suivre leur entretien. Colonel Didier Dako, bonjour. Bonjour. Vous êtes où présentement? Nous sommes actuellement à Anéfis. Comment ça s'est passé, cette entrée de l'armée à Anéfis? On est entré à Anéfis il y a environ 3 à 4 heures de temps maintenant. Donc à notre arrivée, on a trouvé des éléments ennemis qui se sont mis à tirer sur nous. Bon, on a riposté et puis là, les combats ont duré environ 2 heures de temps. Finalement, ils ont préféré laisser les lieux, ils sont partis. Mon colonel, dites-nous concrètement, est-ce qu'on peut faire à ce stade-là un bilan précis de cette attaque? On n'a pas encore fini de faire le point de la situation, mais pour le moment, ce que nous pouvons vraiment vous dire, c'est que du côté ennemi, nous avons observé absolument à l'état des choses un mort et nous avons aussi récupéré un véhicule et 3 autres véhicules qui ont été détruits. Nous, on a enregistré 2 blessés légers de notre côté. Il y a un qui a pris une balle au pied et l'autre juste une écorchure. Au niveau matériel, il n'y a absolument rien de détruit chez nous. Tout est en ordre. Pas de mort de notre côté, pas de matériel détruit. Comment vous avez été accueillis par la population de Anéfis? Anéfis est complètement vide de population. La différence de Al-Moustarab, de Tarkik et de Kabanfor, où on a trouvé des gens à qui nous avons c'est vraiment le message de nos autorités. À Anéfis, quasiment, il n'y a personne. Les gens se sont certainement repliés dans le campement et ne vont certainement pas revenir. L'armée est à Anéfis aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce qui est plus urgent pour vous sur le terrain présentement? Pour le moment, on va consolider la défense de Anéfis ici. On est parti. En fait, l'idée pour nous, c'est pas de quitter Anéfis. Et là, pour tous les autres détails dans les opérations futures, c'est le chef qui décidera. Colonel Didier Dako, merci. Je vous en prie. Et d'autres informations sur la prise d'Anéfis dans nos autres éditions. Fin de la première session ordinaire de l'année en cours du Haut Conseil des collectivités. Occasion pour son président de condamner avec la dernière rigueur les exactions faites par le MNLA sur les populations. Oumarou Ag Mohamed exige que la lumière soit faite sur les crimes commis. Modibo Mariko, compte rendu. L'acte final d'une session qui aura duré 1 mois. 1 mois au cours duquel les conseillers nationaux ont renouvelé le bureau de l'institution à hauteur de 64% avec des changements notables au poste de deuxième vice-présidence et de premier secrétaire. La session a aussi permis au conseil de donner leur avis sur au moins 5 projets de loi soumis à eux par le gouvernement. Au-delà de ce travail régalien, l'institution a jeté un regard rétrospectif sur l'état de la décentralisation. Le constat fait par les conseillers est loin d'être réjouissant. Une bonne réforme, la décentralisation, mais qui ressemble des années après, selon le président du Haut Conseil, à un éléphant blanc. La faute à la volonté politique qui n'aura pas laissé de la place au transfert des ressources. Le scepticisme de l'État quant au transfert des ressources aux collectivités, l'absence d'allocations budgétaires conséquentes, les entorses portées à la loi, l'incompétence de certains cadres couplés à la mauvaise foi d'autres achèvent de plonger les collectivités dans une précarité absolue, source de déliquescence. Le constat est si patent que celle-ci, prise dans la spirale des difficultés financières, n'arrive plus à mettre en œuvre les différents projets et programmes de développement initiés en faveur des populations, gisant malheureusement dans un dénuement effroyable. Les actes ont manqué de suivre donc les paroles, déplorent les présidents, les conseillers nationaux et les élus locaux, engagent-ils, ne failleront pas cependant à leur devoir de mobilisation pour assurer un succès franc aux élections à venir. Justement par rapport à ces élections, le message de l'institution est on ne peut plus clair. Le Haut Conseil de collectivité par ma voix clame haut et fort que l'élection présidentielle doit se dérouler sur l'ensemble du territoire national
sans exclusive, avec la présence effective des autorités militaires, administratives, politiques et civiles, notamment dans la région de Kidal. La souveraineté de notre pays est à ses prix. Le MNLA doit s'en convaincre et renoncer pour toujours à la violence armée. Il ne gagnera qu'en se consacrant à son devoir sacré de bâtisseur d'une nation malienne plurielle, riche de sa diversité, une et indivisible. Aussi, l'institution condamne avec la dernière rigueur les exactions perpétrées par les MNLA sur les paisibles populations à Kidal. Le président exige que toute la lumière soit faite sur ces crimes qui n'ont que pour dessein inavoué que de réduire à néant les efforts entrepris pour la paix dans notre pays. Et toujours en parlant d'exactions commises sur les populations de Kidal, 24 citoyens maliens viennent d'être refoulés de la dite région. Ils sont pour la plupart des jeunes et ont subi des exactions avant d'être chassés de la ville. Notre correspondant sur place, Daouda Zoumana Traori, nous en dit plus. Ces 24 citoyens, Soraï, Bamana, Peul, entre autres, ont été refoulés de Kidal à cause de la couleur de leur peau. Le groupe armé MNLA et complices sont les chefs d'orchestre de cet acte. Après les avoir cueillis, qui de son logement, qui de son lieu de travail, ces indépendantistes les ont mis en prison durant 2 à 3 jours selon les cas. Une épreuve très dure car ils n'avaient pas droit à la nourriture, mais un peu d'eau seulement pour se mouiller la gorge. Le matin, je me suis réveillé, je suis allé au terrain parce que c'est moi qui garde le ballon. Je suis allé au terrain et d'un coup, les gens de la ZOR sont rentrés au terrain. On était 6 personnes qui étaient venues au terrain. Donc, ils nous ont pris, sans nous dire pourquoi ils nous ont pris. On nous a envoyé, on nous a fait sortir. Et en même temps, à la porte, ils ont croisé 2 jeunes. Eux aussi, on les a pris, on les a mis dans la voiture. On nous a envoyés à la police. Aujourd'hui, où je suis, on m'a refoulé comme ça. Ça, c'est mon culotte de jouer. C'est comme ça que je suis venu. Je ne suis même pas parti à la maison. Je les ai dit, ils n'ont qu'à me laisser, je vais partir à la maison. Pour que je parte porter un grand. Ils ont dit non, il faut que je parte. Parce que je ne suis pas un Azawadien, je suis un Malien. Parce que quand ils font les marches, nous les gens, nous les peaux noires là, ils n'ont jamais vu les peaux noires marcher avec eux. Parce que nous, on fait partie du Mali, on n'est pas les Azawadiens, on donne les informations à Gao. C'est nous qui disons aux jeunes de Gao de marcher pour que les militaires maliens viennent à Kidal. C'est à cause de ça. C'est à cause de ça même qu'on nous a refoulés. Cette barbarie a touché également 4 de nos concitoyens venant de l'Algérie. Ils ont été contraints par les hommes armés du MNLA à entrer dans une 4x4 dont les occupants les ont tous retirés et les ont frappés à leur guise. Donc tous les autres là, il y avait un qui avait 3 badjots avec un autre truc là encore. Il a tout pris ça. Et puis il y a un même qui a pris 100 000 francs pour lui, pour rien. Là, hein? Bon, moi, ils sont vus que comme moi, je n'ai pas l'argent, ils croient que moi, j'ai en train de casser l'argent. Au lieu de je n'ai pas l'argent. Ils sont attrapés, moi, de m'amener dans la maison, hein, de serrer ma collie, même ma bras. Ils sont jusqu'à 4 personnes. De me faire entrer dans la maison, de me faire fusiller. Ils disent qu'ils vont me tuer. J'ai dit, je n'ai pas l'argent, ils sont fouillés ça. Ça, c'est fait à Kidal en ville même. Ce qu'il faut éviter, c'est surtout l'amalgame et la stigmatisation. J'étais là-bas avec Madame la ministre. Et nous avons effectivement serré la main de tous les jeunes qui sont venus, qui sont au nombre de 24. Et leur trajet Kidal-Gao est fortement atroce. Vous avez vu même le véhicule emprunté. Et je pense qu'à la lumière de cette situation, la période où on se trouve aujourd'hui, il faut qu'on fasse attention, qu'on fasse l'analyse de la situation. Et premièrement, analyser le problème, effectivement, s'il n'y a pas question de piège dans ce dispositif. Et donc, des dispositions seront prises avec les forces armées et de sécurité pour voir ce côté. Deuxièmement, c'est une tâche de MELA aujourd'hui que nous devons gérer obligatoirement dans cette région de Gao. Nous nous sommes dit que nous allons réagir énergiquement à cette situation. En quoi faisant? Premièrement, en luttant contre l'amalgame, en luttant contre la stigmatisation au sein de notre région et en renforçant davantage la cohésion qui existe au niveau de cette population. Nous nous sommes dit aussi qu'il faut tout mettre en œuvre aujourd'hui. Toutes les forces vives de la région en synergie d'action, à accompagner
l'ensemble des dispositions qui seront prises pour que le drapeau malien puisse flotter au niveau de Kidal. Le gouverneur rassure que toutes les autorités conjugueront leurs efforts pour la prise en charge de ces refoulés. Et sur un tout autre plan, c'est hier que la 14e édition de la quinzaine de l'environnement a été lancée. Pendant 15 jours, d'intenses activités de sensibilisation seront organisées pour préserver l'environnement. La quinzaine sera également marquée par la célébration de la Journée mondiale de l'environnement prévue aujourd'hui même et la Journée internationale de lutte contre la désertification. C'est Rabatili. Des sachets plastiques qui traînent par terre, ils sont non biodégradables, un danger pour l'environnement, agressés dans tous les sens de nos jours. Il faut un remède. C'est l'idée de la quinzaine de l'environnement, un espace de rencontre et d'échange qui ouvre ses portes pour la 14e fois au Mali. Il s'agit d'amener les populations à devenir des agents actifs du développement durable et équitable à travers les changements d'attitude. Notre richesse commune aujourd'hui sérieusement menacée. Hier comme aujourd'hui, la problématique de la dégradation de l'environnement reste d'actualité. Nous perdons annuellement près de 100 000 hectares de forêt que les campagnes de reboisement sont très loin de pouvoir compenser. Nos terres et nos cours d'eau sont victimes de l'avancée du désert. Notre faune et notre flore sont réduites à leur plus simple expression. Le message sera véhiculé via les journées scientifiques qui seront tenues sur place. Parmi les thèmes déjà recensés, la problématique du fleuve Niger, la gestion des déchets solides et des eaux usées dans le district de Bamako, la loi relative à l'interdiction des sachets plastiques. Les partenaires sont toujours au rendez-vous et réitèrent leur engagement. Le thème de cette année, à savoir penser, manger, préserver et ne laisse pas ton avenir se tarir, nous interpelle tous et nous appelle à plus de responsabilités, non seulement vis-à-vis de nous-mêmes, mais surtout des générations futures. Nous devons assurer à tous une nutrition suffisante, doubler la productivité des petits agriculteurs qui produisent l'essentiel des aliments du monde en développement et rendre durables les systèmes alimentaires face aux chocs environnementaux et économiques. La quinzaine de l'environnement, c'est aussi la proposition de produits biodégradables et ceux recyclés et la présentation de certains projets. Nous sommes prêts à transférer la technologie pour que les choses soient fabriquées. Et notamment cette petite lampe solaire. Vous savez que ceci, ça vient des produits recyclés. Nous sommes engagés en termes de respect environnemental aussi. Nous avons signé des conventions. Donc tous nos produits respectent l'environnement. Ne serait-ce que le packaging aussi, c'est du papier recyclé. Donc vous voyez, je n'ai pas besoin de recouper du bois, faire de la pâte à papier pour fabriquer le packaging. Opportunité de prôner l'assainissement pluridisciplinaire sur toutes les questions environnementales et de développement durable, la quinzaine de l'environnement s'attelle à faire adopter des modes de production des objets biodégradables et de consommation durable. C'est aujourd'hui que démarrent les travaux des commissions d'établissement des listes électorales. Ils se poursuivront jusqu'au 25 juin sur l'ensemble du territoire national dans les ambassades et consulats du Mali. Les commissions procéderont à la radiation des électeurs décédés et à la validation des listes électorales définitives. Au micro de Bourama Traoré, le directeur général de l'administration territoriale nous donne plus de détails. Nous l'écoutons. Ces commissions qui sont composées des représentants de l'administration et des représentants des partis politiques doivent siéger pour essayer de valider la liste des électeurs potentiels. Cette validation consiste à radier des listes électorales les personnes décédées. Parce que le recensement a eu lieu en 2009 et de 2009 à aujourd'hui, il y a certainement des gens qui sont décédés. Ensuite, d'enregistrer à leur niveau les choix des lieux de vote. Parce que les personnes qui souhaiteraient choisir le lieu de vote, les commissions administratives seront en mesure justement d'enregistrer les choix de ces électeurs. Et elles peuvent procéder aussi à de nouvelles inscriptions. Cela veut dire les électeurs qui existent dans la base de données, avec leurs photos et leur empreinte digitale, qui ont changé de commune et qui souhaiteraient voter dans leur nouvelle commune de résidence, les commissions administratives doivent pouvoir faire leur inscription. À titre d'exemple, quand vous avez été enregistré à Sikasso en 2009, aujourd'hui vous êtes sur la liste électorale de Sikasso, aujourd'hui vous êtes installé à Bamako, vous voulez voter à Bamako,
Donc il faut aller dans une commune de Bamako, là où vous résidez, pour vous faire inscrire, afin qu'on puisse vous radier sur la liste électorale de Sikasso. C'est ce qu'on appelle les transferts. Une troisième activité consiste justement à gérer aussi quelques situations particulières. Parce qu'au niveau du recensement administratif à vocation état civil, il est apparu que certains électeurs n'ont pas précisé leur village, quartier, fraction. Ils sont une minorité. Ça aussi, les commissions seront autorisées exceptionnellement à procéder à ce travail de correction ou de précision des lieux, des VFQ de ces électeurs-là. Donc, ils doivent travailler suivant un calendrier bien précis. Et ce calendrier commence le 5 pour s'achever le 25. Bien sûr, il y a des séquences dans ce calendrier. Il y a une période où vraiment ils vont faire les travaux de radiation, de transfert, d'enregistrement des lieux de vote. Ça, c'est de la période du 5 juin au 15 juin. À partir du 16 juin, les commissions vont afficher les listes au niveau des communes, des ambassades pour enregistrer les réclamations des électeurs. Ensuite, la commission gère ces réclamations-là. Au-delà du 21 juin, bien sûr, on va faire le tableau définitif, la révision au niveau de chaque commune. Et ces tableaux seront acheminés à Bamako pour être transmis au niveau de la DGE afin que le fichier électoral définitif soit établi par la DGE. Direction la région de Bretagne en France pour parler des 20 ans de jumelage entre Mourdja dans la commune rurale de Niamana, cercle de Nara et la ville d'Enebon de cette région française. Un jumelage coopération qui a vu la réalisation de plusieurs infrastructures sociales dans la commune de Niamana. Maranfin Konati. Depuis 20 ans, Enebon, ville breton de 15 000 âmes en France et Mourdja dans le cercle de Nara vivent le parfait amour. 25 puits, 2 sescoms, 4 écoles, une banque de céréales, des moulins, des périmètres maraîchers, des centres d'alphabétisation, bref, une véritable aubaine pour Mourdja qui offre en retour un bien plus précieux, son hospitalité. Tous les Enebontais qui ont participé aux différents voyages à Mourdja et au Mali sont revenus transformés et enrichis de la culture africaine. À chaque visite dans les villages, où nous étions accueillis avec toute la chaleur et toute la générosité malienne, nous répétions que si notre jumelage pouvait permettre de leur apporter quelques éléments de confort et de développement, ils nous le rendaient largement par leur accueil et la découverte de leur culture. Un jumelage coopération, ce n'est pas une œuvre de bienfaisance, de collectivité du Nord vers le Sud, mais d'un véritable partenariat sur le plan économique, social, culturel et aussi en cas d'urgence une aide humanitaire. Face aux résultats hautement encourageants durant 20 ans, résultats qui se sont traduits par l'érection d'une place de Mourdja à Enebon, le maire de Mourdja ne pouvait qu'espérer des lendemains meilleurs. En perspective, la commune rurale de Niamana, qui a reçu plusieurs visites de délégations d'Enebon, entend renforcer ces jumelages coopération dans l'intérêt exclusif des populations. À Mourdja comme à Enebon, les regards sont désormais tournés vers la fin de la crise malienne afin que les projets de développement reprennent leurs droits. Retour au Mali et nous allons prendre la route, ou dirais-je, les pistes cyclables de Bamako. Par exemple, aujourd'hui, après la pluie d'hier soir, il serait très difficile de rouler là-dessus compte tenu de son état de dégradation avancé. Le quotidien des usagers sera partagé entre pannes et accidents de la circulation à cause de l'état défectueux des bretelles. Le constat est réel et reconnaissent tout de même les services compétents en charge de la circulation routière. L'État prend effectivement les taureaux par les cornes à travers la route. Il prévoit d'investir des dizaines de millions de francs CFA pour revêtir des pistes cyclables sur les avenues de la CEDEAO et de l'EUA avant l'installation pleine de l'hivernage. Le grand format de ce journal est signé Mohamed Diarra. C'est inexplicable. Les motocyclistes ne sont pas considérés dans ce pays où je ne sais pas. On nous impose de circuler sur cette petite route-là. La route est mal gérée,
La piste sur laquelle circulent les motocyclistes est dans un état très très piteux. Donc nous avons vraiment des difficultés. Et chaque fois que nous avons les jantes et les pneus sont vraiment en cause, tous les mois, nous sommes obligés de changer des pneus et des jantes. Voici le quotidien des usagers de l'avenue de l'OEA. Il est 7h30 et ceux-ci sont déjà en retard. Tous les jours, un véritable exercice les attend ici et qui consiste à éviter les nids de poules. Les motocyclistes sont tout simplement agacés. Je dirais que vraiment l'état est très mauvais, vraiment. Très mauvais, vraiment. Bon, même tout de suite, là, c'est-à-dire, il y a une femme, une dame vraiment qui voulait se tomber à cause vraiment de l'état de la route. Non, ça c'est sans commentaire. Et pourtant, le code de la route dit que cette piste est réservée aux motocyclistes. Aujourd'hui, la compagnie de la circulation routière les oblige à ne rouler que sur cette voie. Le but est de réduire les accidents de la voie publique. Mais avec l'état de la piste cyclable, l'effet contraire se produit. Le constat est amer. Nous avons constaté avec amertume que la piste cyclable est considérablement dégradée. Mais en revanche, si aussi des accidents aussi peuvent être engendrés parce qu'ils utilisent la piste cyclable, ça aussi c'est une sorte d'insécurité. Les ingénieurs en construction civile expliquent cette situation par la mauvaise conception des routes. Il serait susceptible que la piste soit élargie et qu'il n'y ait plus, en tout cas bon, dans les grandes agglomérations, de nouvelles constructions de routes sans qu'on ne prévoie pas de pistes cyclables larges et dignes de ce nom. Cette route a été construite pour un volume de trafic de roues. Et à la date d'aujourd'hui, ce trafic-là a explosé. Aucune donnée scientifique ne nous permettait au moment de concevoir, il y a de cela 10-15 ans, qu'on allait connaître cette explosion de motocyclistes. Consciente des désagréments subis au quotidien par les motocyclistes, l'État, à travers la Géroute, investira des dizaines de millions de francs CFA pour le revêtement des pistes cyclables avant l'hivernage. Les travaux ont démarré déjà. Il y a bientôt un mois qu'on a donné les ordres de service aux entreprises pour commencer. Nous avons mis l'accent sur le curage des caniveaux. C'était la première des opérations à faire. Et cette semaine, vous allez constater sur l'ensemble de ce réseau-là le déploiement des équipes pour le traitement des nids de poules. L'avenue de l'OEA est en deuxième phase parce qu'il y avait le boulevard de la CEDEAO qui conduisait à l'aéroport. Le montant est inclus dans un marché, donc le marché global fait à peu près 560 millions, mais qui concerne une bonne partie du réseau bitumé sur la rive droite. À la compagnie de la circulation routière, on est conscient de la situation. L'état des routes défectueux, mais cela n'empêche pas la police d'exiger le respect du code de la route. Nous ne pouvons pas les autoriser à emprunter les grandes artères. Non, nous ne pouvons pas parce que le code est clair. Là où les chaussées sont munies de pistes cyclables, ils sont obligés de le faire. Mais là où ça n'existe pas, ils prennent la chaussée. En tout cas, mieux vaut tard que jamais. Car en matière de sécurité routière, la prévention est la meilleure des politiques. Oui, mieux vaut tard que jamais. Avant de boucler cette édition, je vous rappelle cette information principale. L'armée malienne contrôle la ville de Anifis, localité située à une centaine de kilomètres de Kidal. Après plus de 2 heures de combat, Anifis est tombé entre les mains de notre armée malienne. Les groupes armés qui ont enregistré un mort et des véhicules détruits ont rapidement vidé les lieux. Au-delà de Anifis, l'objectif visé par l'armée est de sécuriser les personnes et leurs biens et la reconquête, bien sûr, de Kidal. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi avec autant d'intérêt. Merci à toute l'équipe de réalisation. Aïssata Ibrahim Maïga prendra le relais à 18h puis à 20h pour les éditions du soir. Merci de nous rester fidèles et grand merci à vous qui nous suivez de Madrid. C'est en Espagne. À demain 10h.